Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette autre convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Vous le savez tous, c'était un rendez-vous où sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement nous avons pris le soin de ne jamais rien condamner sans jugement préalable. Bienvenue à tous et à toutes. Nous partageons cette pensée de l'écrivain scénariste Suleiman Boel qui dit ceci: aucune tergiversation n'est tolérable face à un crime contre l'humanité. La lâcheté aura toujours gain de cause sur vos échecs et afflictions, à l'inverse de votre courage qui n'abandonnera jamais le lien entre vos espoirs et votre réussite. Bonne méditation en cette journée du 10 décembre 2020, quatrième convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Mon nom est Lukman Sanfo et vous le savez que je préside cette instance avec la complicité des juges au siège. Nous avons à ma droite Geoffroy Vaha, à ma gauche Bernard Bougman. Bonjour à tous les deux. Bonjour Président Sanfo, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à tous les deux d'être à cette tribune en tant que juge au siège de cette émission, le tribunal de l'actualité. Merci également à l'équipe de réalisation qui vous permet en tout cas de nous suivre en direct de Watt FM également sur de True TV. Encore une fois, ce matin, nous allons porter un jugement sur l'actualité et nous allons en grande partie nous intéresser à la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Vous savez, Alassane Dramane Ouattara sera investi président officiellement élu dans quelques jours. Mais en attendant, l'ex-président et principal opposant ivoirien Henri Konan Bédié a mis fin mercredi dernier, donc hier, au régime de transition proclamé par l'opposition contestant la réélection du président Alassane Ouattara. Il propose en conséquence un dialogue national et dans sa déclaration partagée aux médias, Henri Konan Bédié souhaite que ce dialogue national, qui devrait être encadré par des organisations internationales comme l'ONU, aborde plusieurs questions clés. Il cite l'élaboration d'une constitution consensuelle, la mise en œuvre d'un véritable processus de réconciliation qui prendra notamment en compte le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques et militaires, mais aussi l'organisation des élections notamment présidentielles, transparentes, crédibles et inclusives. On va y porter un jugement dans la grande partie de cette émission du tribunal de l'actualité du jour. Mais évidemment, nous allons parler de la situation du Burkina Faso avec la gestion de la pandémie de Covid-19. On apprend que le Burkina Faso a mis en place un comité national chargé de l'organisation de l'introduction du vaccin contre le Covid-19 en 2020. Selon un arrêté donc du ministère de la Santé, ce comité qui sera présidé par Madame le ministre de la Santé, les représentants résidents de l'OMS et de l'UNICEF a pour objectif entre autres d'examiner toutes les informations au niveau mondial relatives au vaccin Covid-19 en vue de les incorporer dans la planification et la préparation de leur déploiement au niveau national. Quel jugement peut-on porter? Voici le sujet national et les deux sujets d'ailleurs annoncés à cette émission du jour. Juste après la virgule, les avant-propos avec les juges au siège. Autant que nous sommes, nous pouvons tous être influencés par des leaders d'opinion, des hommes religieux. En tout cas, c'est pour cela que nous nous retrouvons pour opposer en tout cas un jugement opposable à tous à travers cette émission, le tribunal de l'actualité. La première partie, donc, ce sont les avant-propos des juges au siège. Et je me retourne vers Bernard Bougman pour entendre les avant-propos de ce jeudi. Merci Président. Alors aujourd'hui c'est le 10 décembre qui rappelle le 10 décembre 1948, il y a 72 ans, était adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme qui tire ses origines également de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et donc qui a été également adoptée, donc mise en place par les Français à l'issue de la Révolution française de 1789 à travers la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Donc à partir de ce moment, donc un certain nombre de choses ont évolué. Donc après la Deuxième Guerre mondiale en 1948, donc les 58 États se sont retrouvés et ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc je dis bien qu'il tire ses origines de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen adoptée le 26 août 1789. C'est l'œuvre des Français. Donc à partir de ce moment, beaucoup de choses ont évolué. Quand on parle de 48, il faut 12 ans après pour que des pays comme les nôtres accèdent à l'indépendance. Donc souveraineté nationale et indépendance. Donc c'est des choses également à son temps qui avaient été également écrites
écrite sans nous. Et à un moment donné, on est devenu indépendant, souveraineté reconnue, on est membre comme on appelle, membre de fait ou de droit de l'ONU, on n'a pas le droit de veto, mais bon, les forces du moment en son temps avaient écrit à leur façon ce qui devait régir l'humanité en termes de droit et en termes de façon de faire. Et vous devez rentrer seulement dans ce moule-là. Ce qu'eux déclarent ou décrètent comme valeur, ils l'universalisent, ils disent c'est des valeurs universelles, et vous, on vous dit, vous êtes obligé de vous conformer. Chez vous, ce que vous considérez comme valeur peut ne pas être considéré là-bas comme des valeurs, mais vous êtes obligé de ravaler vos valeurs et endosser les leurs. Donc, jusqu'à présent, les nôtres n'ont pas eu également les moyens pour faire inverser la tendance, ou entre griffes pour faire insérer également ce que nous considérons comme valeur, qui pourrait également être universel. Mais bon, les choses font leur chemin. Il y a beaucoup de textes et de conventions que nous avons signés. Après, on ne veut pas appliquer parce que c'est contre nos valeurs. Et on se retrouve en train d'être dans cette difficulté. C'est pour dire que même le droit, c'est une affaire de rapport de force. Et ce sont les forces du moment qui l'écrivent comme ils l'entendent. Il n'y aurait pas eu une révolution française suivie de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 que peut-être on n'aurait même pas, parce que la Bastille a été prise le 14 juillet et le 26 août de la même année sortait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voyez-vous, c'est allé vite. Donc ceux qui l'ont écrit en son temps l'ont écrit en fonction de la situation, en fonction de ce qui a motivé les Français à se révolter et en fonction de ce qu'ils voudraient avoir comme garantie pour d'abord les citoyens français. Après, avec la France qui est très bien en diplomatie, là c'est pas à nier, on réussit effectivement à l'universaliser. Et puis bon, nous avons pris notre indépendance, on a trouvé un texte dans lequel également cela nous régit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Donc il y a un bilan qui doit être fait, mais il y a des États africains qui sont obligés d'accepter des choses qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas. Mais bon, c'est ça. Pour dire que la question de la souveraineté, la question de l'indépendance, c'est une affaire de rapport de force et ce n'est pas les jérémiades qui vont nous donner. Il nous faut également travailler pour pouvoir avoir une place au soleil. Toute l'Afrique n'a pas un siège à l'ONU comme droit de veto. Depuis longtemps. Et c'est même disent égalité. Tout un continent. Tout un continent. Alors qu'on parle d'égalité entre les hommes, égalité entre les États. Mais ce droit-là, déjà, se pose un problème. Mais comme nous n'avons pas le rapport de force suffisant pour inverser la tendance, les forces du moment ont écrit leurs droits et nous faisons semblant de dire que nous sommes d'accord avec ce qu'ils avaient écrit, on applique et puis on avance. Quand ça nous arrange, je dis c'est des droits universels. Quand ça ne nous arrange pas, on dit nous aussi nous avons des valeurs domestiques. Voilà. Et puis maintenant on les appelle des lois supranationales. Donc c'est à prendre ou à laisser avec ce que cela comporte comme conséquence. Je dis c'est une date que je rappelle comme ça, qui rappelle également comment est-ce que à un moment donné de l'histoire, des gens ont écrit ce qui devait régir l'histoire sans autre et on leur demande de rentrer dans le moule. D'accord, merci à vous pour ce rappel historique, en même temps un coup de gueule sur les inégalités constatées donc au niveau des rapports internationaux à travers l'ONU. Merci à vous Bernard Boukma. Je me retourne vers le juge de l'actualité, Geoffroy Var. Merci Président. Mon avant-propos va concerner le Burkina Faso avec une action, c'est celle de la direction régionale des douanes de Dori qui a pu mettre la main sur un peu plus de 600 bâtonnets d'explosifs et ça a été présenté donc à la presse et tenez-vous bien, c'était transporté dans un camion qui lui faisait le transport de riz. Donc il y a une place à l'intérieur du camion bien aménagée où on a bien caché ces plus de 600 bâtonnets là. Il y a un problème, c'est que ces bâtonnets d'explosifs sont soit utilisés dans les mines artisanales, comme on connaît, ou bien ça peut servir aussi de matériel de bourrage contre les forces de défense et de sécurité. Et après, on voit souvent nos FDS avec des véhicules qui ne résistent pas du tout à cette charge explosive là. Et puis on connaît le bilan, hein, c'est des morts qu'on compte parmi nos rangs et tout. Mais pour revenir à la question de ce transport, il faut dire que c'est d'abord encadré par la loi. Ce type de matériel-là, ces bâtonnets explosifs, le transport est encadré. Donc ça veut dire que ceux qui acceptent, moyennant sûrement quelque chose, de faire traverser ces choses-là, ils mettent leur vie en danger et évidemment la vie des autres. On l'a vu, et on ne va pas le rappeler, la question du transport du gaz butane dans des camions avec des personnes, on a vu ce que ça donnait sur nos voies. Quelquefois, peut-être les gens le font par
par insouciance ou par gain facile d'argent, mais on ne se rend pas compte des conséquences des actes qu'on pose. Et puis derrière, vous transportez ça, pourquoi 5 000, 10 000, 15 000 ? Alors que c'est ça encore qu'on va utiliser sur les voies pour faire sauter les véhicules de nos FDS, ou bien peut-être même les véhicules de transport qu'ils conduisent eux-mêmes, ces chauffeurs-là. Et vous renforcez l'insécurité dans une zone alors que vous avez besoin d'une certaine paix, une stabilité pour que vous puissiez travailler. C'est-à-dire que vous faites un travail contre vous-même pour avoir seulement accepté de prendre 5 000, 10 000, 15 000 pour faire passer des choses aussi dangereuses. Heureusement que le service des douanes de Dori a pu, par la vigilance, mettre la main là-dessus. Mais je pense aussi que c'est un appel en même temps aux uns et aux autres. Les messieurs, attention, ils ont été arrêtés, conduits vers le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Dori. Ils auront à répondre de leurs actes. Et ça, il faut que ça serve de leçon. Sur nos voies, quelquefois, il y a beaucoup d'insouciance, d'inconséquence et de petits gestes qu'on fait parce qu'on pense juste à sa petite poche. Et l'impact, il peut être vraiment grand. Bon, je pense que c'est une piqûre de rappel et puis dire bravo aussi à ces forces-là qui veillent au grain et d'être toujours aussi comment dire cela, sérieux dans le travail qu'ils font. On est souvent à se plaindre de ce que, bon, on vous fasse monter, on vous fasse descendre, on ne sent pas vraiment quel contrôle même on fait et tout, mais ça c'est des bons points engrangés qui nous donnent encore foi que nos points ne sont pas des passoires. C'était ce rappel-là que je voulais faire. Chapeau donc à la direction des douanes de Dori et puis rappel et piqûre de rappel à nos transporteurs encore sur les voies. Il faut être vigilant, on est dans un contexte qui est vraiment difficile et tout n'est pas gain facile. Il faut voir conséquences aussi et ça c'est très important. D'accord. Merci à vous pour ce regard sur donc cette saisine qui garantit encore une fois notre sécurité. Action imposée par les services de douane du Burkina Faso. Merci à vous, Geoffroy Vara. Merci à tous ceux qui suivent cette émission du lundi au vendredi à partir de 8h, sans oublier les versions diffusées à la télé True TV, c'est 21h30 temps universel, et sur votre radio Watt FM, c'est 22h également temps universel. On va parler de la première préoccupation du jour, c'est la gestion de la pandémie de Covid-19 dans notre pays, le Burkina Faso. Et si vous n'avez pas les statistiques, sachez qu'à ce jour, le Burkina Faso compte 3469 cas de coronavirus, dont 1203 femmes et 2266 hommes. Et depuis le 9 mars passé, la maladie a tué 69 personnes et 2742 en sont guéris, sans oublier que au moins 658 sont sous traitement. Mais l'actualité concernant donc cette pandémie au Burkina Faso, c'est qu'on apprend que le pays, les autorités ont mis en place un comité national chargé de l'organisation de l'introduction du vaccin contre cette pandémie, et c'est un arrêté du ministère de la Santé donc qui donne on va dire tous les détails. Ce comité sera présidé par le ministre en charge de la Santé, des représentants résidents de l'OMS et de l'UNICEF, et aura pour objectif entre autres d'examiner les informations au niveau mondial relatives donc au vaccin du Covid-19 en vue de les incorporer dans la planification et la préparation de leur déploiement au niveau national. Quel jugement peut-on porter sur cette actualité concernant la gestion de la pandémie au Burkina Faso? Déjà, Ben Abougma, on a connu en tout cas des moments de grand rassemblement à telle enseigne qu'on s'est posé la question si, encore une fois, la pandémie était une préoccupation nationale. Oui, effectivement, vous posez la question de savoir, on a vu des grands rassemblements, c'était de savoir si c'était une préoccupation nationale. D'abord, ces choses ont commencé à l'issue des congrès d'investiture, et même avant les congrès, les meetings régionaux, provinciaux, communaux des différents partis politiques, les assemblées générales, les sessions des bureaux politiques nationaux. Là, c'est facile à gérer parce que les effectifs ne sont pas très grands. Donc, c'est facile de trouver une salle et mettre de la distance et le faire. Quand le CDP devait désigner son candidat à la présidentielle, donc les distanciations sociales ont été respectées. Mais quand ce même parti part sur le terrain pour rencontrer ses militants, c'est pas possible. Parce que vous avez des militants qui sont agglutinés, qui veulent voir de près le camarade président, qui veulent à la limite serrer sa main, ou bien pouvoir être à côté, avoir un sourire dans le coin et une photo pour mettre sur sa page. Donc il y avait cette difficulté-là déjà. Ensuite, on est passé à une autre étape, les congrès sont arrivés, les congrès d'investiture. Le parti au pouvoir a donné le ton à travers son congrès d'investiture où vous avez vu, on a vu ensemble la masse compacte d'hommes
et effectivement dans l'enceinte du Palais des Sports Ouaga 2000. La question qui a été posée par rapport aux mesures disent que non, le cache-nez a été porté et puis bon, et ça s'arrête là. C'est vrai qu'effectivement, à la porte, vous portez, mais il y en a qui ont eu à l'intérieur ont enlevé. D'autres même ont pu venir à partir des pays, comment on appelle ça, de l'étranger, de l'extérieur pour pouvoir participer. Mais là, les conditions sont connues. Vous faites le test à l'aller, vous faites au retour, et un test à l'aéroport. Donc bon. Ça, c'est ceux qui viennent par vol. Voilà, ceux qui viennent par vol. Parce que ceux qui viennent par la route également, si ce n'est pas le transport en commun, si c'est un véhicule personnel, il y a aussi des conditions à ce niveau. Ça, c'est une voie possible. Mais là aussi, il y a d'autres conditions. Maintenant, par rapport à la situation, et les choses, les uns et les autres ont commencé à avertir. Nous en avions fait un avant-propos, et quand les différents candidats sont passés par là, nous avons rappelé, chacun dit à son niveau que des mesures ont été prises, et puis bon, voilà. Donc, et puis maintenant la campagne est arrivée. Et là, chacun est allé comme il veut ou comme il entend. Il n'y a parfois que les leaders qui sont obligés effectivement de porter le cache-nez. Si on regarde la foule à l'arrière, ce n'est pas la peine. Il y en a qui portent le cache-nez, mais quand il faut faire la photo, ils enlèvent, puisqu'il veut être à côté, il faut être chez moi. Donc il enlève. Donc, préoccupation nationale, difficile de dire. Difficile parce que avant même les congrès et avant les grands rassemblements des partis politiques, au niveau des lieux de culte, il y a un relâchement. Au niveau des établissements financiers, un relâchement. Je ne parle pas des établissements d'enseignement. Relâchement. L'enseignant ne porte pas, les élèves n'en portent pas. Donc déjà, au niveau du citoyen, parce que les citoyens burkinabés derniers, ils disent que même si la maladie existe, c'est pour les riches, c'est pour les grands, c'est pour ceux qui travaillent sous la climatisation. Donc ce n'est pas la peine de s'emmerder. Et puis la question traditionnelle, la sempiternelle question, c'est est-ce que dans votre entourage, vous connaissez quelqu'un qui est atteint? Quand vous dites non, on dit mais c'est la preuve. C'est la preuve qu'il n'y en a pas. C'est une vue de l'esprit. Et puis je vous dis, oui, une vue de l'esprit, oui, c'est une vue de l'esprit. Et puis c'est une conclusion très tirée, vous ne pouvez plus discuter. Il dit, mais je vous dis, moi je ne connais personne. Et me demande encore à un autre membre du groupe. Est-ce que vous avez. Il dit, non, on ne connaît pas. On les voit à la télé, il y en a qui mettent sur Facebook. Quoi. Quand des messieurs comme Ali Nofaso avaient eu le courage de dire qu'ils ont été victimes de la maladie à coronavirus, vous avez vu la levée de bouclier. Pour certains, monsieur communique pour les autorités et ce n'est pas vrai. Ils ont même nié qu'il a été atteint. Mais qu'est-ce que vous voulez? L'une des rares personnes à avoir accepté de dire dès le premier moment, c'était le ministre Ouarou, qui a assumé premièrement cette responsabilité. Et après, bon voilà. Mais au fur et à mesure qu'on avance, des gens ont accepté de sortir. Et après, bon, il y a eu de la pression quand les mesures ont été prises. Ce n'est pas dans les lieux de culte que les fidèles sont allés intimer l'ordre aux responsables d'ouvrir, avec des menaces à l'appui. Et on donnait un délai si les lieux de culte ne sont pas ouverts, vous allez voir. On l'a vu devant les mosquées. Et quand le ministre d'Anguinou a dit que si ça s'ouvre, les responsables des lieux sont en même temps les responsables de la situation. Ils étaient obligés de sortir, ils sont allés encore rencontrer la communauté musulmane et puis dit bon, sorti, dit bon, écoutez, il a présenté ses excuses et puis passer à autre chose. Alors que tout le monde sait que quand vous convoquez des gens à une rencontre, vous êtes responsable de leur sécurité. C'est basique. C'est très basique. Donc, en fonction de votre événement, les garanties sécuritaires, vous demandez soit à la police, soit à la gendarmerie, mais vous demandez de façon experte. Et puis, vous remplissez toutes les conditions pour que la force publique vienne sécuriser. Parce que c'est votre responsabilité, c'est vous qui les avez fait venir. Donc, et quand on est arrivé en campagne, pendant la campagne électorale, il a été rappelé que ce sont ceux qui regroupent les gens qui sont responsables de leur sécurité physique, de leur sécurité sanitaire. Pour les uns et les autres, c'est une fuite de responsabilité. Mais je dis non, c'est pas vrai. Si vous convoquez les gens chez vous, vous êtes responsable de leur sécurité. Nous qui sommes ici, si vous nous convoquez chez vous, vous nous invitez chez vous, vous êtes responsable de leur sécurité. J'ai dit c'est basique. Alors, il y avait deux choix à faire. Ou on n'organise pas la campagne sous cette forme, mais comment? En mode vidéo, où chacun va défiler maintenant à la télé pour dire ce qu'il va faire sans grand monde derrière, alors que les autres pays ont organisé les élections dans la maladie à coronavirus. Le Togo,
et bien d'autres pays. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, dans la maladie à coronavirus. On a vu les foules également qui ont été rassemblées. Donc, même les militants des partis politiques vous disent il faut arrêter ça parce que tel pays a organisé, on a vu tel pays, où est le problème. Le Ghana est en train de finir avec son élection. Le Niger, c'est pour bientôt. Mais c'est dans la même dynamique. Donc, le Burkina Faso ne vivant pas en vase clos, c'était difficile également, avec la mentalité qu'on a, de dicter des gestes et demander à des gens de pouvoir respecter. À côté, d'ici à un yard, Nabiya, pour ne pas nommer, quand il y a eu les manifestations de rue pour demander la rouverture des marchés, madame, quand vous regardez l'accoutrement de la dame qui dit qu'elle n'a pas 200 francs ou 300 francs pour payer un cache-nez, mais quand vous regardez la qualité de ses tenues, tout ce qu'elle porte, et elle dit qu'il faut que les autorités leur trouvent les cache-nez parce qu'ils n'ont même pas l'argent pour payer. Donc au niveau du citoyen, la prise de conscience, c'est-à-dire la responsabilité du citoyen, jusqu'à présent, elle n'est pas totalement assumée. Il y en a qui oublient que quand on demande de se protéger, ce n'est même pas soi. C'est d'abord faire en sorte que je ne sois pas moi-même facteur de transmission. Ou que vous pouvez vous exposer, ça c'est votre responsabilité. Mais n'exposez pas en même temps les autres, puisque vous pouvez être une courroie de transmission pour les autres. Mais bon, cette donne jusqu'à présent, ça n'a pas été intégré. Préoccupation nationale, il n'y a que peut-être quelques personnes que ça regarde, pas forcément nationale, parce que même les autorités, on les voit marchant parfois bras dessus, prenant des photos, sourire, accolade, dans ces conditions-là, sans cache-nez. Donc, du haut jusqu'à la base, vous vous posez la question, mais finalement... D'accord, on aura compris, pour vous, vous n'avez pas véritablement senti que ça a été une préoccupation majeure de l'ensemble de la classe des êtres humains au niveau du Burkina Faso. Geoffroy Vaille, il évoque ici la campagne électorale. Effectivement, même au niveau des candidats, on n'a pas senti véritablement que ça a été un vrai sujet de débat, une préoccupation, on va dire, sur le plan sanitaire, avec une offre de comment est-ce qu'on compte gérer dans les années à venir ce type de pandémie au niveau du Burkina Faso. Et pourtant, quand même, c'est une grande maladie qui a fait courber l'échine de toute la planète Terre. Comment peut-on en être aujourd'hui à ce que ça ne soit pas véritablement un sujet majeur pour les campagnes au niveau du Burkina Faso? Un sujet majeur pour les campagnes en termes d'offres de politique sanitaire? Ah oui, c'est vrai que bon, on a eu la question de la maladie à coronavirus qui a inquiété beaucoup, et puis moi je crois aussi que ça tient lieu du fait que les élections et donc la campagne elle-même est venue à un moment donné où il y a eu un désintérêt déjà et relativement à la maladie, où les craintes que les populations avaient vis-à-vis du coronavirus se sont appesanties et jusqu'à atteindre un genre de négligence ou de scepticisme. Donc cela a fait que forcément par ricochet la question n'était plus centrale pour ce qui est des élections. Et puis on est dans une réalité burkinabé où la question sécuritaire pour moi elle est beaucoup plus prégnante, et vous l'aurez vu, ça a vraiment cristallisé les attentions pendant cette campagne. Et puis il y a un autre défi aussi qui est celui de la cohésion nationale, de la réconciliation, sur lesquels le Burkinabé attendait les offres qui étaient celles notamment des différents partis politiques. Donc ça a eu le mérite de reléguer à un rang moins élogieux la question de la maladie à coronavirus. Mais pour moi ça s'explique par ce que j'avais dit tout à l'heure. Mais ça reste une préoccupation. Parce qu'il y a quelques jours, vous l'aurez vu, on a commencé à constater encore une montée des cas que nous avons par jour. Je pense qu'on avait passé le cap des 100 il y a quelques jours. Je ne sais pas si c'est maintenu. Donc pour moi ça inquiète parce que ça rappelle qu'il faut se rappeler qu'il y a des gestes simples pour casser l'intensité de transmission notamment de cette maladie-là. Les gestes, on ne va pas les rappeler ici. Mais parlant de la campagne, pour moi, si la question ne devrait pas être centrale, parce qu'il y en a d'autres qui sont plus prégnantes, au moins, il devrait avoir la leçon donnée par ceux qui prétendent diriger le pays, ou bien qui avaient pour ambition de diriger ce pays-là. Vous aurez vu dans certains pays comme le Ghana, pour ne pas le citer, mais c'est un bon exemple, il y avait beaucoup de cache-nez aux effigies de partis politiques. Ça veut dire déjà que dans la dynamique, c'est pas que donner un t-shirt à quelqu'un pour qu'il vienne, mais vous savez que le cache-nez sera une obligation. Bon, chez nous, regardez, ça n'a pas été pris, c'est pas un gadget qui a été pris en compte par les partis politiques. Ça veut dire que bon, chacun se débrouillera comme il voudra, mais on disputera quand on voudra. C'est vrai qu'on a vu les figures de proue des partis les porter, mais ça veut dire que c'était pas un enjeu, c'était pas un cri en tant que tel. Ça pour moi c'est des petits symboles qui les dénotent.
vous allez avoir ailleurs, dans des périodes de campagne, c'est des choses que l'on allait prendre en compte. Si vous voyez que c'est pas pris en compte, ça veut dire que c'est une question de cosmétique, ça n'intéresse pas vraiment, on le fait pour le faire. Et puis, de vous à moi, on est sur ce plateau-là, on a reçu combien de personnes publiques, politiques, qui en offrent, nous disent Corona l'a laissé. Nous disent ça ici. Mais ce qu'on peut pas dire. Ils n'y croient pas, véritablement. Il ne peut pas le dire comme ça parce qu'ils savent bien que bon. Oui, mais eux-mêmes, quelquefois, quand vous les écoutez, vous êtes surpris. C'est ça la réalité de notre. Pas seulement de notre classe politique, mais même de nos intellectuels et tout. C'est notre réalité comme ça. Mais moi, pour ce qui est en train d'être lancé, moi, je veux qu'on soit un peu, je dirais pas prudent, mais peut-être prudent dans les espoirs qu'on est en train de nourrir. Parce que quand vous regardez, je pense que, je me rappelle, il y a un certain docteur John, mais je ne maîtrise plus bien son nom de famille parce qu'il est bien compliqué. Et il fait partie d'une cellule de prévention, ce qui est des maladies au niveau africain. Il disait sur la question des vaccins que c'est pas sûr qu'on l'ait avant le premier semestre 2021. Donc on sera à quoi? Peut-être juin, juillet, août 2021. Donc ça veut dire que il faudra au moins que lorsqu'il y a beaucoup de communication, parce qu'il y a une guerre communication qui est en train d'être faite sur ce produit-là. Mais cette guerre-là, c'est pourquoi? C'est pour les firmes, c'est pas pour nous. Mais entre-temps, nous aurons à faire face à la vitesse de propagation de cette maladie-là quand on sait sa facilité à s'étendre. Donc le discours, c'est la prudence, à ne pas mettre en tête de nos populations que on aura un remède miracle, donc on peut faire ce qu'on veut maintenant, au risque même de ne pas l'avoir maintenant, et puis comment? Et en attendant, vous allez vous retrouver dans une situation qui sera difficile à gérer pour vous et dont vos économies vont pâtir. C'est mieux de communiquer sur notre réalité qui est celle de la distanciation, du lavage des mains, qui sont accessibles, c'est pas cher, que de venir rentrer dans le jeu de ces grosses firmes-là, nourrir des espoirs et puis faire baisser la garde des gens aujourd'hui. Et la plupart des spécialistes vous diront que c'est pas pour maintenant. On parle du deuxième semestre 2021. Ça, c'est un premier point. Il y a une guerre. Il y a près de 9 vaccins. Quand vous regardez la question du COVAX, c'est-à-dire que ce qu'ils ont mis en branle pour répondre question prévention avec le vaccin, c'est 9 vaccins. Et sur les 9 vaccins, je pense qu'il y en a 2 qui avaient commencé à être testés sur le continent. Ça, c'est bien. Il y a une course. Est-ce qu'il y aura toute la prudence dans sa mise en œuvre et sur la question de son efficacité? On fait confiance à l'OMS et à nos structures internationales pour veiller à un certain nombre d'éléments. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion entre vitesse et précipitation et qu'on ait, peut-être dans 10 ans, 15 ans, en train de gérer des débats sur les implications, les faussetés qui n'ont pas été racontées. Ça, on l'avait sur plusieurs éléments, notamment lorsqu'il s'agissait de gros sous pour répondre à des besoins qui étaient pressants sur le domaine médical. Donc je dis, il faut être encore prudent. Et puis, je viens toujours sur mon argumentaire sur plusieurs éléments qui font pour moi la réalité que le continent doit être un peu plus prudent. 54 pays qui ont signé, ça c'est normal parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner demain et on ne sait pas quelle sera la situation de notre continent demain. On parle de 220 millions de vaccins qui pourront nous être donnés, mais derrière, quand on regarde le nombre de cas aujourd'hui, on est à en gros 2 millions non, pour le continent. C'est 3,5% du nombre de malades qu'on a à travers le monde. Sur le continent ne représente que 3,5% en gros. Nous sommes 1,3 milliard, nous Africains. Mais le nombre de malades de Covid, c'est 3,5%. On n'est pas dans la même proportion que les autres. Ça c'est un. Et puis notre taux de guérison, il est à 85%. Ça veut dire qu'on meurt moins de Covid ici. Ce n'est pas... C'est-à-dire que si on devait courir derrière un vaccin, là, c'est pas lui. C'est autre chose. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on oublie les vérités. Ce qui nous tue, là, ce n'est pas le Covid. Si on devait courir derrière quelque chose, là,
c'est pas le vaccin du Covid. Ça, c'est un problème mais ailleurs. Ce qui nous tue ici, derrière lequel on devait courir, et puis chercher à savoir comment on peut être sauvé là. Si vous voulez regarder, c'est pas Covid. Mais on enregistre tout de même des décès sur le continent. Il y a des décès, j'ai dit, mais on fait 3,5% des cas dans le monde. On guérit à 85% sur le continent. Dites-moi, combien de maladies, quand vous prenez à l'échelle globale, à l'échelle planète, combien de malades nous ne comptons pas dans le monde où on est pratiquement, prenez le palu, on est pratiquement, quand on prend le cas de palu au monde là, c'est nous. Oui, vous parlez comme beaucoup d'autres. Non, vous parlez comme si on avait dit qu'on se désarmait des autres luttes pour se consacrer exclusivement au Covid-19. Non, alors que ce n'est pas le cas. C'est pas ce que je dis. Vous savez, en matière de communication, il y a des impacts. Et puis, nous sommes dans des États, dans des pays où on est partagé entre le primordial, le prioritaire et le nécessaire. Donc quand vous êtes partagé entre ces choses-là, on n'est pas dans du luxe. On a peu pour beaucoup. Donc il faut savoir disperser, il faut savoir focaliser ses forces et non les disperser. Et même dans la communication, j'ai dit, il y a une communication qui est faite peut-être en Occident, parce que la réalité pour eux là, elle est différente de la nôtre. Il faudrait que ça, on le prenne en compte. Et ce n'est pas parce que c'est présenté au niveau international comme étant ce vers quoi il faut courir que ça devient notre préoccupation. Les chiffres sont là, ils parlent d'eux-mêmes. On n'a que 3,5% de malades à travers l'Afrique là, quand on prend le cas des personnes qui souffrent de Covid. Et les gens, ils en guérissent à 85%. Donc ça veut dire que c'est pas ce qui nous tue le plus ici. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que ce soit ça qui cristallise le plus notre attention, alors qu'on a ce qui nous tue qui est à côté, sur lequel on ne communique pas, sur lequel on va commencer à lésiner, parce que non, c'est là-bas où on nous envoie, c'est là-bas que nous on part. J'ai dit, il faut qu'on sache nos priorités. J'ai pas dit de délaisser quoi que ce soit. J'ai dit, les 54 pays du continent ont signé, c'est intéressant. S'il y a un vaccin qui porte ses fruits et que le continent puisse en bénéficier à travers ce qui a été élaboré par l'OMS et qui sera mis en œuvre, c'est bon pour nous. On aura aussi des parents qui vont souffrir du Covid-19. Et puis aussi, il y a une réalité, et ça c'était mon dernier argumentaire là-dessus. Il faudrait qu'on soit prudent dans l'engouement qu'on a. Quand les vaccins là seront prêts, les personnes qui pourront les recevoir, ça a été clair, l'OMS l'a dit, c'est ceux qui sont en première ligne, les médecins. Après, c'est les personnes vulnérables. Donc, c'est pas le kidam là, vous et moi là, on va venir nous vacciner pour que le Covid là, ça soit cassé. Non, on va continuer avec les gestes barrières, on va continuer avec les cache-nez, on va continuer à se laver les mains. Donc ça, il faut qu'on se mette dans la tête. Donc si on communique autrement, on va communiquer on va baisser en vigilance sur ce qui peut sans grand moyen nous aider, et puis nous concentrer sur je ne dirais pas quelque chose d'hypothétique, quelque chose qui viendra, mais qui ne concerne pas l'Africain de façon majoritaire, mais qui concerne d'abord les médecins et les personnes vulnérables. Donc ça ne sera pas un outil pour casser la propagation du coronavirus, parce que ça ne concerne pas tout le monde. Ce qui concernera tout le monde là, c'est les mesures barrières qu'on communique et qu'on continue de communiquer. Et je dis encore, quand on regarde la proportion dans laquelle on est touché, il faudrait que nous on recadre notre communication. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait qu'on recadre nos moyens, on recadre notre communication. Et ça, pour moi, c'est important. D'accord. Bernard, est-ce que c'est aussi votre regard? Il ne faut pas suivre la dynamique mondiale, il ne faut pas se laisser emporter par le vent. Il faut faire attention parce que l'Afrique a des priorités sur le plan sanitaire. C'est votre regard? En fait, je ne sais pas, se laisser embarquer par cette euphorie, non, oui, non, et en même temps, parce qu'on n'a pas effectivement les mêmes priorités. Ce qui tue plus ici, ce n'est pas ce qui tue plus de l'autre côté. En février 2020, avant que des pays comme le Burkina, il y ait des cas avérés, Bill Gates, dans sa sortie, avait prédit la catastrophe pour le continent africain. Il dit que c'est des États où il n'y a aucun système sanitaire. Et si la maladie à coronavirus arrive en Afrique, c'est une hécatombe. Il le disait lors d'une communication. Ce qu'il a prédit pour l'Afrique, c'était dur à entendre. Mais pour certains, c'est la réalité et tout et tout. Donc, quand la maladie effectivement a commencé à venir, quand les premiers cas sur le continent ont commencé à se signaler, il y a eu cette panique-là, folle, et même au Burkina.
Vous éternuez en sautant devant quelqu'un, mon vieux, c'était la débandade. Vous allez vous chercher. Donc, mais au fur et à mesure, cette prédiction apocalyptique, la prophétie n'a pas été accomplie. Donc on passe à autre chose. Donc c'est plus urgent là-bas que chez nous. Mais en même temps, ici aussi, ça tue. Ça, il ne faut pas qu'on se voile la face. Mais comment on fait par rapport aux priorités où nous, un Premier ministre disait qu'au Burkina, tout est prioritaire. Donc dans ce lot-là, comment est-ce que nous-mêmes nous gérons? Mais quand on prend même les autres cas, le programme national de lutte contre le paludisme, qui finance? C'est de l'autre côté. Sida, les premiers produits, les antirétroviraux, c'était ceux qui avaient un certain niveau de vie, qui pouvaient y avoir accès. Effectivement. Vous ne pouvez pas. Jusqu'à ce qu'il y ait de la subvention. Même pour aller faire le test du sida pour voir si vous êtes positif ou négatif, ce n'était pas permis à n'importe qui. C'est quand la communauté internationale a mis de l'argent là-dedans, à travers les ONG, les associations, les organisations à base communautaire, que non seulement le test est devenu gratuit, les antirétroviraux gratuits pour certaines couches, et quand c'est même on dit qu'ils n'ont plus d'argent pour ça, c'est fini. Beaucoup sont morts à cause de l'arrêt de l'administration des antirétroviraux. On n'a pas pu. Quand ils réorientent leurs priorités, nous suivons. Donc pour vous, nos États devraient se réjouir que ce soit une préoccupation portée par les acteurs au niveau international? Non. Je pense que les États devraient prendre conscience de pouvoir définir leurs propres priorités et mettre les moyens pour relever les défis. C'est à ce niveau-là que nous devons être. Parce que se réjouir que l'humanité court derrière ce vaccin, sans au préalable savoir dans quelles conditions le vaccin va être administré, gratuit ou payé et à combien. Même l'hépatite B, si vous levez seul pour aller vous faire vacciner, ça coûte combien? C'est pourquoi les gens font des dépistages en masse suivis de promotions pour casser les prix. Les bébés que les uns et les autres partent pour les vaccins. On ne peut pas prendre le flacon pour vous seul. Il faut attendre que le nombre des autres bébés arrive parce que ça coûte cher si c'est vous seul. Donc, quand ça va venir, c'est dans quelles conditions on va administrer? Ça va pas être, je crois pas, ça va pas être comme la vaccination commando à la Thomas Sankara où on s'aligne et puis on bombarde tout le monde en une semaine, on a 2 millions et puis passe à autre chose. Ah non. Les priorités, comme Geoffroy l'a dit, les prioritaires là ont été déterminées. Quand ça va venir également, ça va être les chefs d'État et ceux qui voyagent pour aller se retrouver dans les grandes conférences. Maintenant, si un citoyen en a besoin, il y a des moyens qu'il faut effectivement débourser pour pouvoir avoir accès. Donc, les conditions d'accès jusqu'à présent, on ne sait pas. Donc, ce n'est pas l'euphorie de la recherche où ils vont rapidement trouver un produit. Ce n'est pas ça d'abord. Les conditions d'accès là, est-ce qu'on y pense? C'est pourquoi déjà que le ministère pense à mettre un comité pour déjà réfléchir sur ces choses. Je pense que c'est déjà bien. C'est une bonne chose parce qu'on l'avait dit. C'est une bonne chose. Parce que pour certains, c'est pour contrôler le monde à travers les vaccins qui vont être administrés. Les gens vont être, comment on appelle ça, comment on appelle ça, les partisans de la théorie du complot qui sont dans ce regard-là, avec des arguments qui ne manquent pas de pertinence aussi, mais c'est leurs arguments. Mais la réalité aussi, c'est que ça va s'imposer. Il y a des types de vaccins, si vous devez voyager, si vous ne vaccinez pas, vous ne quittez pas le territoire. Bon, vous pouvez quitter, mais à l'arrivée, où vous êtes vacciné, où vous êtes retourné. Vous pouvez quitter parce qu'à la sortie, on ne contrôlera pas le carnet de vaccination dans votre pays de sortie. Mais dans le pays d'accueil, là, ça va être contrôlé. Si vous ne l'avez pas, que ce soit les aéroports terrestres, les frontières terrestres ou aériennes, c'est la même chose. Vous arrivez à l'aéroport, on demande le carnet de vaccination. Ben voilà, si vous ne l'avez pas, vous l'avez fait, mais vous l'avez oublié, vous tendez le bras et puis vous payez encore, on vous donne pour vous donner un nouveau carnet. Donc plusieurs personnes peuvent témoigner de cela. Donc, mais la condition, déjà que le Burkina réfléchisse à condition, pourquoi j'avais dit réfléchissons à solutions endogènes. Est-ce que sur le plan endogène, avec ce qu'on a comme plantes médicinales, avec ce qu'on a comme des gens qui sont allés se former, même de l'autre côté, par rapport à la phytothérapie, la médecine par les herboristes, est-ce qu'on ne pouvait pas courageusement encourager et trouver des solutions, tester pour voir c'est positif et puis avancer?
On n'a pas pu faire ça pour le palu alors qu'il y en a qui disent qu'ils peuvent. On n'a pas pu faire ça pour le VIH-Sida alors qu'il y en a qui disent qu'ils peuvent. On n'a pas pu faire ça même pour le coronavirus. Vous voyez, on a promis des essais cliniques. Vous voyez le combat on s'est livré ici à Pivirine, c'est bon, c'est pas bon. Les médecins traditionnels burkinabés, que certains ministres, dont certaines autorités partent aux régions pour soigner même, et pour se soigner parfois les membres de leur famille. C'est finalement en désespoir de cause, c'est au Mogo Navai sont allés présenter leurs produits. Il a fallu une visite du ministre Éric Bougouma à Banfora pour dénoucher Dr Dakio qui a été reçu par le président Rochmar Christian Kaboré. La suite, on la connaît, elle est restée où? Quand la question de la pivirine a été soulevée, mais vous voyez que c'est des questions d'intérêt, puisque malheureusement également nos 5 étoiles dans le domaine de la recherche et autres sont parrainées aussi par les grandes firmes à l'international qui financent des bourses pour eux, qui financent des vacances d'études pour eux, qui financent des conférences chèrement payées pour eux. Et ce sont les mêmes également qui sont dans les comités, qui défendent des laboratoires, qui défendent les intérêts partisans. Dans ces conditions-là, comment on s'en sort? Donc, nous sommes dans une telle situation. Mais des ministres nous ont dit ici, le ministre Sango a dit qu'il lui s'est soigné avec les décoctions traditionnelles, il a été contrôlé négatif et lui pense que c'est ça. Il lui croit ça, il se soigne par ça et puis passe à autre chose. Mamadi Kabré, Prit Lanaya, a dit également que lui il s'est soigné à base de ça, il est toujours négatif alors qu'il a fréquenté des milieux où il risquait de l'avoir. Il se promenait son sachet en poche d'ailleurs. Et lui il se promène avec son sachet de poudre en poche. C'est clair, c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais est-ce qu'on a eu le courage de tester ça avec les protocoles qui vont avec jusqu'à un certain niveau? Non, parce qu'il y en a qui ne veulent même pas en entendre parler. Il y a de gros intérêts en jeu. D'accord, rapidement pour sortir de ce sujet, un comité national qui est mis en place, pas pour forcément travailler à l'élaboration d'un vaccin, mais pour veiller au niveau international, voir quelles sont les disponibilités, et à défaut de participer justement de trouver quelque chose, c'est mieux d'être aux aguets tout de même. Oui, c'est ce que nous disons. Ce n'est pas mauvais que de se préparer parce qu'il y a une opportunité qui est en train de pointer à l'horizon. Maintenant, il ne faudrait pas que ça nous détourne de l'essentiel et que nous nous méprenions sur ce que sont réellement nos priorités. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Maintenant, peut-être qu'il y a un comité qui est mis en place. Ça, c'est bien. Mais c'est pas... Il y a un travail aussi à faire. Vous savez, il y a une initiative qu'on appelle... c'était quoi? CORAF. C'est Corona Afrique, qui a diligenté un certain nombre d'enquêtes. Il y a eu plusieurs pays dans lesquels les enquêtes ont été menées. Il y a eu le Sénégal, il y a eu le Bénin, il y a eu le Burkina Faso aussi et quelques autres pays que j'oublie. Et qu'est-ce que l'enquête a donné? C'est que 6 à 7 personnes sur 10 disent que s'il y a un vaccin, ils ne vont jamais laisser quelqu'un les piquer avec. Est-ce que vous me comprenez? 6 à 7 personnes enquêtées sur 10 disent que même si le vaccin de corona là existe, ils ne vont jamais accepter qu'on les pique avec. Donc ça veut dire que si dans l'un des futuribles, il y a avec l'initiative COVAX un vaccin qui donne tous les gages de transparence, de satisfaction et de réussite, sur la mise en place et le déploiement, on va se heurter dans nos pays là à une perception déjà mauvaise du vaccin. Vous comprenez? Donc, même les comités qui sont mis en place, ils devront travailler à faire accepter cela aux populations. Ça aussi, c'est un autre défi. Ça peut être parmi les rôles qui sont dans les leurs. Mais, pour l'instant, je crois qu'il ne faut pas entrer dans... L'euphorie n'est pas la même. Quand vous entendez le nombre de cas en Europe là, et puis vous entendez le nombre de cas en Afrique, et vous voyez les reportages qui se passaient, c'est pas pareil. Si c'était le palais qui tuait comme ça, peut-être Dieu merci on serait sauvé. J'ironise un peu. Peut-être qu'on se serait beaucoup plus accentué sur ce qui est notre problème majeur ici. Il y en a plusieurs autres maladies. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. C'est ça qui nous tue seul. Mais c'est des morts en silence. Donc, un mort, c'est un mort. Maintenant, la préoccupation n'est pas mondiale selon.
Je suis d'accord avec Bernard Bougma, on doit travailler sur l'endogénéisation des solutions qu'on apporte, mais ça se fait avec le courage. Beaucoup, avec la période du Covid, ont proposé des éléments. On a vu comment une communauté internationale a ridiculisé et a traité pratiquement des charlatans des instituts sérieux, scientifiques, qui ont eu à proposer un certain nombre d'éléments juste parce qu'ils viennent du continent. Mais accepter ce type de travail et l'accompagner, ça, il faut être un président qui s'affranchit, qui a du courage et qui a envie de donner la solution à son peuple et non de regarder ailleurs forcément. Mais ça demande beaucoup plus de courage et pour moi, ça, c'est un autre débat. D'accord. Et de toute façon, les espoirs sont placés sur ces vaccins qui promettent de satisfaire, on va dire, ce traitement contre le coronavirus. Et nous sommes également dans la dynamique de les intégrer dans notre planification et également dans les traitements que les Burkinabés, de façon générale, pourraient en bénéficier. Merci d'avoir donné votre lecture sur cette situation. On va maintenant parler de la Côte d'Ivoire où j'annonçais que l'ex-président et principal opposant Henri Konan Bédié a mis fin hier mercredi au régime de la transition qui avait été proclamé par l'opposition, et sans oublier qu'il conteste toujours la réélection du président Alassane Ouattara, et il propose par conséquent un dialogue national. Et dans une déclaration qui a été partagée aux médias ivoiriens et internationaux, on a vu le président Henri Konan Bédié en tout cas souhaiter que ce dialogue qui devrait être encadré par des organisations internationales telles que l'ONU aborde plusieurs questions. Et il cite l'élaboration d'une constitution consensuelle, la mise en place d'un véritable processus de réconciliation nationale qui prendra notamment en compte le retour des exilés, la libération aussi des prisonniers politiques et militaires, sans oublier, notez bien, l'organisation des élections, notamment présidentielles, transparentes, crédibles et inclusives. C'est sorti donc de ce communiqué qui a été partagé. Quel est le regard qu'on peut y porter? On reste avec vous, Geoffroy Vaha, parler justement de cette annonce de la fin de la transition qui n'avait pas été véritablement opérationnalisée. Comment vous appréciez cela? Il y avait déjà une fin de fête. Ça, il ne faudrait pas qu'on se leurre, il y avait déjà une fin de fête. Lorsque Alassane Ouattara tend la main à Bédié et avec les pressions de diplomatie, oblige donc les profondeurs à venir à un rendez-vous de discussion avec le président ivoirien fraîchement élu, ça voulait tout dire. Parce que vous faites un conseil de transition, vous officialisez une transition, et puis vous répondez à la convocation d'un chef d'État élu que vous contestez. Ça veut dire tout simplement que vous validez. Il n'y a pas 36 façons de dire la chose. Sinon, Jean Ping, il est resté des mois dans la plus petite république du monde, c'est-à-dire sa villa, à contester, mais il n'a jamais répondu à rien, quoi. Parce qu'il l'a contesté, et à la fin, ça devenait risible, mais c'était ça. C'était la petite brèche pour... Mais pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, pour moi, cette transition-là, c'était déjà fini. Et ça, dans les faits. Maintenant, rester à arrondir les angles. Ils ont tenté un bras de fer, mais les Ivoiriens aussi ont compris beaucoup de choses aussi avec le temps qui est passé. Je me rappelle des propos de la dernière sortie d'un artiste que j'aime bien. Zouglou, il s'appelle Amaral. Il dit c'est des VI pour employer un jargon propre à l'Ivoirien. VI qui veut dire vendeur d'illusions. Et là, il fait une cartographie de toute la classe politique des présidents qui se sont succédés depuis un certain temps. Donc après Oufouette jusqu'à maintenant, parlant des tares des uns et des autres, et comment est-ce que d'une façon ou d'une autre, chacun a utilisé ce peuple-là selon l'intérêt qu'il avait. Donc, il y a une Côte d'Ivoire où, petit à petit, il y a cette conscience-là que ces gars-là, ils font ces choses-là que pour eux. Et quand vous regardez aujourd'hui, on parle d'élections, il y a Bédié, il a demandé à des gens de sortir, il y a des gens qui sont morts entre-temps. Maintenant, on revient à des discussions, ça c'est fini. Hein. C'est comme si ils sont morts, pour employer le jargon ivoirien, cadeau. Ça c'est fini. Maintenant on revient sur la table de discussion. 85 morts. Voilà, on revient sur la table de discussion pour arrondir et sauver ce qu'on peut politiquement et selon les intérêts que les uns et les autres ont. Il parle de retour des exilés. Je ne pense pas que Alassane ait attendu
les discussions là pour donner le passeport à Gbagbo, même si on sait qu'il y a eu une pression. Et puis Alassane sait que sur le mandat qu'il est en train de faire, ça sera difficile qu'il en ait un autre et il ne va pas continuer de s'attirer toutes les foudres. Il y a un minimum de laisse qu'il doit accorder. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Le PDCI et ses alliés, tous profondeurs de Alassane Dramane Ouattara, sont obligés d'offrir quelque chose d'autre maintenant en termes de discours aux Ivoiriens. Parce que Sarki-Bouté dit toujours non, non, non. À un moment donné, vous êtes l'empêcheur d'avancer. Et aujourd'hui, ils sont contraints de venir discuter et tenter de sauver le peu. Afi, je ne sais pas où il est encore. Alors que ce que je sais aux premières heures, c'est-à-dire que la possibilité de l'entame d'une discussion devrait se faire avec le préalable de la libération d'un certain nombre d'éléments. Quand vous lisez, vous ne l'avez pas forcément. C'est-à-dire que ce n'est plus un préalable. Donc ils ont commencé à comprendre qu'il faut mettre un peu de l'eau dans le vin et que le vin semble tirer d'ailleurs. Puisque Alassane, il est bien vissé, il est très bien installé. Et cette opposition-là ne peut plus lancer des appels à sortir et penser pouvoir mobiliser. Parce que les choses sont en train de changer et Alassane est en train de récupérer petit à petit pour moi ses cartes. Quand il parle d'organiser des élections présidentielles, je ne sais pas desquelles il parle, peut-être c'est de 2025. Auquel cas ça veut dire que Bédié et compagnie, les veulent encore être candidats? À quel âge? Et pourquoi? Mais c'est bien quand ils ouvrent la brèche de la Constitution. Ça va permettre à Alassane de verrouiller parce que lui-même, comme il est fatigué, il va verrouiller pour tout le monde et puis il va aller tranquille. Je ne sais pas. C'est cette lecture-là que je fais quand je regarde. Consensuel, il ne pourra pas faire comme il veut. Oui, mais vous savez, la question du consensus là, en politique, c'est pas là où tout le monde acquiesce. Hein. D'accord. Parce que quelquefois on acquiesce sous pression. Bernard, comment vous comprenez cette posture des acteurs politiques de l'opposition au niveau de la Côte d'Ivoire qui à la fois ne reconnaissent pas toujours la réélection du président Ouattara et en même temps lâchent du lest comme on dit avec cette transition qui était une des armes de pression. On parle d'élections à venir. Pourtant, on n'a plus véritablement une marge de manœuvre en tant que telle, puisque le président Ouattara sera réinvesti. D'accord. Vous avez d'ailleurs dit qu'en introduction, Henri Konan Bédié est présenté comme principal opposant. Non, je préfère qu'on parle du plus âgé, peut-être du doyen de l'opposition ivoirienne, mais pas principal opposant. Son opposition à Alassane a commencé quand? C'est l'affaire du troisième match, c'est très récent. Non, peut-être non. C'est lui qui était présenté comme le président de la transition. Mais il n'est pas. Il s'est présenté comme président de la transition. Je ne pense que ce B86 peut revendiquer d'être opposant principal à Alassane Ouattara. Henri Konan Bédié lui-même ne peut que s'en prendre à lui-même, de s'être engouffré dans son propre piège, dans une erreur de calcul, en aidant Alassane à acter une nouvelle constitution qui ne limite pas l'âge parce que lui-même voyait son bénéfice là-dedans. Comme l'âge n'est pas limité à 86 ans, lui-même il est candidat. C'est sur la base de cette même constitution. C'est parce que en coulisses, Alassane avait fait comprendre qu'il ne va sauter cette affaire de limite d'âge et lui ne serait pas candidat et pour Bédié c'est un boulevard qu'il a accepté. Premier piège. Deuxième piège, m'étendu d'Alassane Ouattara, parmi vous il y en a qui sont détenus. Pascal Affi N'Guessan qui est le porte-parole détenu et vous vous levez seul, M. Bédié se lève seul pour aller rencontrer Alassane à l'hôtel du Golfe. Entre les deux, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Dieu seul sait. Mais au moment où vous le rencontrez pour des préalables, le minimum c'est d'obtenir quand même la liberté de votre porte-parole pour vous accompagner et à la sortie que le porte-parole porte la parole de l'opposition. Pour le moment, c'est Bédié celui qui a incarné cette opposition. Qui est allé avec lui à l'hôtel? Mamadou Koulibaly n'est pas allé, les autres candidats ne sont pas allés, alors qu'ils sont tous signataires de l'appel au boycott, manifestation, comme on appelle ça, désobéissance civile. Mais il est allé seul. Seul. Au nom de l'opposition, tout de même. Oui, mais président, il y a un manque de cohérence. Et jusqu'à présent, son porte-parole n'est pas libre. Affi N'Guessan. Affi N'Guessan n'est pas libre. Et il crée un CNT qu'il veut utiliser comme une arme, et ce n'est pas possible, c'est un jouet. Et les jouets, ça ne dure pas longtemps. Ce n'est pas une arme. On finit par en jeter. Non, c'est pas possible, c'est pas une arme. On s'en lasse vite. Ça ne peut pas aller. Et donc, aujourd'hui, s'il veut se prévaloir de son CNT, il a toute la communauté internationale sur son dos. Et déjà, pour l'investiture d'Alassane, il y a une polémique. Il veut y aller. Ses proches disent, tu n'y vas pas. Et le vieux, il insiste, peut-être qu'il y sera. Pour dire qu'il est venu au nom de la paix. Il y a même un problème de cohérence dans ces combats-là. Quand il gagnait tout avec Alassane, il n'y a pas de problème.
Bédié avait accès à tout au niveau de la... Il était appelé le PCA de la Côte d'Ivoire. Donc les sociétés là ne pouvaient pas prospérer. Aujourd'hui, on pose les conditions du dialogue. Est-ce qu'ils parlent de ceux qui sont tombés? Est-ce qu'ils parlent de leur justice? Ce qu'ils regardent, c'est les questions politiques. Nouvelle constitution, élection, retour des exilés. Donc, est-ce que vous soupçonnez un deal entre le président Bédié et Ouattara? Pas forcément un deal. Bédié, je ne pense pas que Bédié ait la carapace, la carrure de tenir face à Alassane Ouattara. Parce qu'à tous les niveaux de combat, Alassane a prouvé qu'il avait plus d'un tout dans son sac par rapport à Bédié. Et jusqu'à présent, c'est Alassane qui tient la marche et Bédié qui suit. Même si Bédié tente de dire, à travers la dissolution de son CNT, qu'il tient les choses en main, je ne crois pas. La capacité de mobilisation de Bédié représente quoi aujourd'hui? Avec des cadres qui ne sont pas très d'accord, mais qui ne le disent pas, et qui laissent le vieux aller seul. Avec des lieutenants qui ne sont pas là. Non, je ne crois pas. Maintenant, deal entre les deux, c'est possible pour des gens qui ont été ensemble depuis longtemps. Lui, il était président de l'Assemblée, Alassane, Premier ministre. Après, Alassane était président de la Côte d'Ivoire, lui, il était président du conseil d'administration de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est possible également qu'il y ait des petits arrangements entre les deux. Et quand ils vont se parler, c'est pour rappeler un certain nombre de choses et puis passer à autre chose. Donc, aujourd'hui, je ne crois pas que Bédié puisse inverser la tendance. Et ce n'est pas étonnant que le CNT, d'abord qui était mort-né, c'est lui qui tenait dans ses bras un bébé qu'il croyait vivant, alors que ce n'était même pas un bébé, c'était un mort-né. Il essaie de dorloter, mais ce n'est pas possible. Donc il faut accepter l'enterrement de ce CNT et puis passer à autre chose. Et Bédié est dans cette condition aujourd'hui, avec son porte-parole toujours détenu. Et il ne parle même pas de ça. Est-ce que l'opposition a perdu le combat? En tout cas, jusqu'à présent, pour le moment, le rapport de force n'est pas en faveur de l'opposition parce que ces méthodes ont tous... Elle a compté beaucoup plus sur une mobilisation grandeur nature pour inverser la tendance et ce n'est pas venu. Point final pour cette audience du jour. Merci aux juges de l'actualité Geoffroy Varaille et Bernard Bougman. Merci à l'équipe technique de réalisation de cette émission à la radio et également à la télé. On vous retrouve demain pour une autre convocation du tribunal de l'actualité. Prions que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.